Hello, hello, je suis contente de vous retrouver pour ce live. Ça me tenait très à cœur là de vous parler de comment avancer avec la peur, comment apprivoiser nos peurs pour se sentir plus libre, voire même dissoudre certaines peurs, les dépasser totalement pour pouvoir grandir dans notre entreprise et faire grandir notre entreprise. C'est un un sujet qui me tient particulièrement à cœur, je vous le disais, parce que c'est véritablement mon chemin personnel. Et du coup, j'ai improvisé là ce live, mais j'ai pris pas mal de notes pour pouvoir rentrer dans le sujet. Rappel très court. Mon parcours à moi, je me suis lancée comme entrepreneur un peu euh, je sentais que c'était plus ok pour moi, plus possible d'être dans le salariat. J'avais des envies d'entreprendre depuis des années. C'était vraiment là dans mes tripes. Mais pourtant, dans mes tripes, il y avait aussi énormément de peur. J'étais pétrie de peur qui m'ont bloquée pendant très longtemps. Et donc, finalement, j'ai lancé un premier projet, un deuxième projet, un troisième projet, jusqu'à me reconvertir comme naturopathe. Euh, et à chaque fois, toutes les peurs étaient là. Et quand je suis devenue naturopathe, je me suis dit, mais je suis tellement sûre d'être à ma place, la passion va aider. En plus, j'ai fait 11 ans de marketing et de communication, donc forcément que ça va m'aider à dépasser mes peurs et je vais y arriver. Et en même temps, je m'étais fait la promesse de me faire accompagner si je voyais que ça bloquait. Et effectivement, ça a été nécessaire parce que la réalité, c'est que j'étais encore pétrie de toutes mes peurs. Donc je me souviens très bien qu'à 40 ans, donc en 2021, je me suis dit, mais en vrai, je me sens comme une petite fille à l'intérieur qui a peur de tout. J'avais peur de prendre mon téléphone pour passer un coup de fil, j'avais peur de déranger, j'avais peur du rejet, j'avais peur de pas être assez, de pas être à la hauteur, j'avais peur du regard des autres, j'avais tout le temps peur d'être jugée. La réalité, c'est que je faisais tout pour rester bien planquée chez moi derrière mon écran. Euh, je pouvais même pas aller dans les boutiques pour distribuer mes flyers ou mes cartes de visite. Vraiment, la peur était au cœur de ce que je vivais au quotidien. Euh, Vraiment, j'avais peur aussi de demander, j'avais peur de recevoir. Enfin, voilà, l'entrepreneuriat a été pour moi un véritable chemin initiatique parce que c'était impossible pour moi de retourner dans le salariat pour plein de raisons, à l'époque en tout cas. Et du coup, il a fallu que j'aille au-devant de ces peurs, que j'apprenne à les apprivoiser, que j'apprenne à les traverser et que j'avance avec ça. Et la réalité, c'est que on va jamais supprimer toutes nos peurs. Il y en a certaines qu'on va dissoudre, effectivement. Il y en a certaines qu'on va réduire et on va être capable d'être moins activé par ces peurs-là, de les voir plus comme des défis qu'on va traverser. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va être soumise à des challenges de plus en plus grands. On va se soumettre, on va s'exposer à des challenges de plus en plus grands. Donc finalement, des peurs qui avaient été diminuées vont se réactiver et puis des nouvelles peurs vont apparaître à mesure que l'on prend sa place d'entrepreneur, que l'on ose affirmer son discours, à mesure que l'on ose solliciter des opportunités, répondre à des opportunités, rentrer des nouveaux types de clients, offrir des transformations plus importantes à des tarifs plus élevés, etc., etc. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'il faut apprendre à gérer la peur, j'ai envie de dire, et à naviguer à travers la peur, sinon on ne peut pas avancer. Donc, d'où viennent toutes ces peurs? Les peurs, on pourrait les présenter comme des perceptions déséquilibrées euh, qui sont créées par tout ce que l'on a pu vivre, soit personnellement, soit en tant qu'être humain sur cette planète. Je t'explique. Donc on les engramme à l'intérieur de nous et notre système nerveux va étiqueter quelque chose comme dangereux. Le problème, c'est que le système nerveux, lui, il a été fait pour notre survie dans les années antérieures, il y a des milliers et des milliers d'années. Et notre système nerveux, du coup, étiquette un danger sans qu'il y ait forcément une très grande graduation et sans qu'il y ait forcément une réalité associée, notamment par rapport à notre vie actuelle en 2026. Donc, en fait, il va voir notre système nerveux, il va scanner en permanence tant notre environnement extérieur que notre monde intérieur, et il va associer à tel signal égale danger de mort, très souvent. Et donc, alors qu'il pourrait
rationnellement dans notre tête, notre intelligence nous dirait bon bah oui ça, ok, il y a une peur, c'est un peu, je risque quelque chose, mais je suis consciente que je ne vais pas en mourir. Bah, notre corps, lui, il n'a pas compris ça. Lui, il croit parfois qu'on va en mourir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi dans notre corps, dans nos cellules. Et les peurs, les perceptions déséquilibrées sont liées à plusieurs sources. Il y a déjà toutes les peurs archaïques. Vraiment, c'est notre humanité qui fait que on a peur du rejet, parce que être rejeté du groupe à une époque très ancienne, ça voulait dire être exposé à la mort. Une peur, toutes les peurs associées au rejet, toutes les peurs associées à notre image, à l'image qu'on renvoie, parce qu'on a besoin d'être accepté. Donc les peurs du regard des autres, etc., ça va toujours en lien avec ces peurs d'être exclu du groupe et donc de mourir. Donc ça, c'est tout ce qui est peur archaïque. Il y a les peurs plus liées au transgénérationnel, où là, par exemple, dans nos familles, quand il y a des générations qui ont manqué d'argent, qui ont affronté la guerre, qui ont pu être exclues socialement pour X raisons, quand dans notre famille, il y a eu un modèle de réussite, par exemple, qui a été plus quelque chose de très intellectuel, des hautes études, ou au contraire, une famille très ouvrière, très agricole, pourquoi pas, ça nous crée en fait un certain nombre de peurs. Et également, toutes nos blessures d'enfance, quand on devait être parfaite pour être aimée, quand on était éventuellement comparé, quand on a grandi avec des professeurs qui exigeaient des bonnes notes et qui, dévalorisaient énormément l'échec. Toutes ces peurs, enfin toutes ces blessures-là, c'est aussi, je ne l'ai pas cité, mais notre culture dans laquelle on baigne, et notamment en France, c'est vrai qu'on a un certain nombre, enfin on a globalement cette peur de l'échec qui est assez présente tout simplement dans notre éducation, dans notre culture. Donc voilà, tout ça nous crée à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, aussi dans nos cellules, dans notre système nerveux, nous crée des perceptions déséquilibrées qui vont nous faire surréagir finalement à un certain nombre d'événements, de situations dans lesquelles auxquelles on pourrait être exposé. Donc déjà, comprendre l'origine, c'est commencer éventuellement à se désidentifier un petit peu de cette réaction. Mais ensuite, comment on fait pour se libérer de ces peurs-là et pour progressivement s'en détacher, les apprivoiser, comme je disais. Il y a plusieurs étapes et elles n'ont pas toutes la même puissance, et éventuellement, on pourra choisir plus ou moins l'une ou l'autre en fonction de la peur et de à quel point elle nous affecte. On peut déjà, bien sûr, travailler avec notre mental et notre intelligence. Et notamment, la première question à se poser quand on a peur de quelque chose, c'est « Ok, mais c'est quoi en vrai l'histoire que je me raconte ?» C'est-à-dire, par exemple, j'ai peur de poster un visuel de moi, une image de moi sur Instagram, ou j'ai peur de faire une vidéo sur Instagram. De quoi j'ai réellement peur? Est-ce que j'ai peur comme on m'a dit récemment, peur d'avoir des sollicitations de pervers sexuels, par exemple, en affichant mon image? Est-ce que j'ai peur du regard des autres, et auquel cas, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? En fait, l'idée, c'est de se demander, c'est quoi le pire scénario que j'envisage, que j'imagine? C'est quoi le film que je me fais dans ma tête de ce qu'il pourrait réellement se produire par rapport à cette peur-là, cette situation-là. Et du coup, une première façon d'aller prendre un peu de distance et se désidentifier de cette peur, c'est de se demander, ok, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est absolument sûr que ça va se produire? Déjà, souvent, on se rend compte qu'en fait, non, c'est plus une histoire qu'on se raconte qu'une réalité qui risque vraiment de se produire. Et souvent, du coup, ça veut dire que justement, c'est ancré dans nos blessures anciennes, émotionnelles, etc. Ça réduit l'intensité. Mais on est d'accord, comme c'est quelque chose qu'on vient de faire avec notre intelligence, alors que ces peurs sont inconscientes et engrammées dans nos cellules, dans notre système nerveux, souvent ça ne suffit pas. Malgré tout, ce n'est pas une étape à négliger, parce que, encore une fois, ça permet de se désidentifier de cette peur, et ça permet tout simplement de questionner nos pensées, de questionner nos histoires, et du coup de prendre un petit peu plus de recul. L'approche que j'aime beaucoup, personnellement, c'est de travailler
avec les parts de nous ou avec notre enfant intérieur. Parce que, quand même, on va pas se mentir, une grande partie de nos peurs viennent de notre petite enfance, de quand on avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qu'on était en relation avec souvent nos parents, donc notre maman, notre papa, et on a vécu un certain nombre de choses qui nous ont fait penser que on ne pouvait pas être aimé si on n'était pas parfaite, si on n'était pas gentille. On pouvait être aimé que si on était parfaitement sage. On ne pouvait pas être en colère, on ne pouvait pas pleurer. On ne pouvait pas montrer nos émotions. On ne pouvait pas réellement montrer notre vraie personnalité. Parce que dès qu'on sortait des cases, il y avait une réprimande ou il y avait parfois de la violence. Voilà, on a appris finalement depuis toute petite à se conditionner par rapport à nos parents et du coup, aller rencontrer son enfant intérieur, c'est quelque chose qui est particulièrement puissant. Quand on a une peur qui est là, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis mes écouteurs, je suis désolée, je crois que mon téléphone n'a pas un très bon son, donc tant pis, c'est trop tard. Quand on a une peur qui est là, admettons justement, je veux présenter une masterclass pour la toute première fois et ça me fiche la trouille. Je peux aller, donc c'est hyper intéressant de le faire en visualisation. Quand on l'a jamais fait, on peut se faire accompagner pour ça. Ensuite, on peut être beaucoup plus autonome et d'aller visiter notre enfant intérieur pour voir comment il se sent, quelles sont ses émotions, quelles sont ses pensées et de quoi il a besoin. Et en général, très souvent, ce dont l'enfant intérieur a besoin, c'est de savoir qu'il va être aimé, quel que soit le résultat. Et en fait, c'est à nous, en tant qu'adultes, de nous apporter, de nous donner ce dont on manque actuellement et ce dont souvent on a toujours manqué quand on était petite. Donc c'est apprendre finalement, c'est décider de s'apporter, de se donner à soi-même ce dont on a toujours manqué, c'est devenir une bonne mère pour soi, un bon père pour soi, et c'est de venir du coup visiter cet enfant intérieur et lui dire mais en fait, ne t'inquiète pas, tu vas faire cette masterclass et quel que soit le résultat, je t'aime. C'est de lui dire j'ai confiance en toi. Peut-être que cette fois-ci tu y arriveras. Peut-être que cette fois-ci tu n'y arriveras pas. Et en fait, j'ai confiance que tu vas y arriver à force d'essayer, parce que c'est en essayant qu'on arrive à faire les choses. Et je t'aime, quel que soit le résultat. Voilà. Après, à vous d'adapter, bien sûr, le discours. Souvent, notre enfant intérieur, il a besoin aussi qu'on le prenne dans ses bras, qu'on soit juste présent à l'écoute et qu'on valide ses ressentis. Ça, c'est là, j'ai oublié de vous le préciser, mais c'est la toute première étape. C'est en fait, je t'entends, j'entends que tu as peur, je te vois, je comprends, je sais ce que c'est que d'avoir peur et tu as le droit d'avoir peur. Avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as appris dans ton enfance, mais évidemment que tu as le droit d'avoir peur et je valide ça. Et donc, c'est déjà de lui amener cette validation et ensuite de lui amener ce dont il a vraiment besoin par la suite. Ça, c'est un vrai levier extrêmement puissant et à utiliser aussi souvent que vous le souhaitez. Une autre étape, je regarde l'heure, je ne veux pas que ce soit trop long, mais c'est de se reconnecter à ses valeurs. Je ne parle pas de valeurs morales, je parle de ce que vous valorisez le plus dans votre vie, de ce qui vous drive au quotidien, de ce qui est prioritaire pour vous, ce qui vous anime, ce qui vous inspire le plus finalement dans votre vie. Et c'est hyper important de se demander, ok, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Typiquement, dans mon cas et la plupart de mes clientes, leurs valeurs les plus hautes, c'est avant tout la croissance personnelle. C'est cheminer vers une évolution interne qui permette plus d'épanouissement, plus d'apaisement intérieur, plus d'éveil de conscience, etc. Donc, cette évolution personnelle, souvent, elle est en number one de vos valeurs. Ensuite, il y a la valeur contribuer à aider le plus de personnes possible, ou en tout cas un certain nombre de personnes, pour transformer positivement la vie de mes clientes. Et puis, souvent, il y a une valeur familiale qui est assez importante, avec notamment le fait de pouvoir aider
nos enfants à bien grandir, entre guillemets. C'est élever nos enfants, élever dans le sens de l'élévation, c'est les accompagner dans le respect, etc., etc. Donc souvent, mes clientes ont ces valeurs-là en 1, 2, 3 à peu près. Et quand on se demande, ok, comment cette peur que j'ai, le pire scénario que je me fais, si je suis rejetée, par exemple, si je fais cette vidéo sur Instagram et que je me sens, et que j'échoue, par exemple, en quoi vivre cet échec sert mes valeurs les plus hautes? En quoi aller au-devant de cette peur sert mes valeurs les plus hautes? Et lister tous les bénéfices pour moi de vivre ça, les bénéfices pour mes enfants, si j'ai cette valeur, de vivre ça. Et on peut tirer le fil très très loin. Évidemment que m'exposer à cette peur va me permettre de faire ce chemin de guérison pour mon évolution intérieure. Évidemment que je vais pouvoir m'accompagner une nouvelle fois vers plus de souveraineté personnelle, plus de confiance en moi, etc. si je traverse cette peur. Du coup, je vais pouvoir peut-être accompagner mes clientes sur ce même chemin. Du coup, je vais peut-être aussi pouvoir être un modèle pour mes enfants, pour leur montrer que on peut cheminer, on peut grandir soi-même, on peut aller au-devant de nos peurs quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, etc., etc. Et je vous conseille vraiment de faire ce travail de recherche de quels sont tous les bénéfices pour moi d'aller au-devant de cette peur, les 20 ou 50 bénéfices pour moi si je suis jugée, si je suis critiquée, si tout simplement j'expérimente l'inconfort d'être en live sur Instagram ou sur Facebook, en quoi c'est un bénéfice pour moi, et au contraire, en quoi ce serait un inconvénient pour moi de ne pas vivre cet inconfort, de ne pas être critiquée, de ne pas être rejetée, etc. Et pareil, de lister 20 à 50 bénéfices pour moi, pour mes enfants, pour mes clients, en lien avec mes valeurs les plus hautes, en lien avec ce qui est le plus important pour moi. Et vous verrez la puissance de ça. Parce qu'on se rend compte que du coup, tout est équilibré. Il y a autant de bénéfices que d'inconvénients à vivre cet événement-là. On se rend compte aussi que finalement, pour aller vers ce qui appelle notre âme, nos valeurs les plus hautes, c'est vraiment en lien avec notre âme. Pour aller vers ça, pour rester dans notre axe, on a beaucoup plus à gagner à se challenger pour aller traverser nos peurs qu'à rester au contraire en retrait, qu'à éviter notre peur et du coup à vivre certes dans un confort à court terme, mais qui éteint notre âme petit à petit. Et ça, certes, c'est un travail qui peut être assez mental au départ, mais vous allez voir que si vous allez vraiment loin dans la liste des bénéfices et des inconvénients, vous allez finir par ressentir un élan de gratitude, vous allez finir par peut-être le sentir jusqu'à dans votre corps, et ça peut venir, réinformer votre système interne, votre cerveau d'abord, votre système nerveux et tout votre corps, que en fait c'est pleinement ok d'aller au devant de cette peur. C'est pas juste un exercice mental, c'est là que je veux insister. Et du coup, quand la valeur la plus haute nécessite de traverser cette peur, la peur elle-même, enfin le fait de la traverser devient quelque chose qui a vraiment du sens pour nous. J'entends mon chat qui miaule pour rentrer depuis tout à l'heure. Je vais quand même la faire rentrer. Voilà, la pauvre. Elle était toute perturbée derrière la fenêtre. Tout en sachant que bien sûr, plus on va éviter une peur, plus on va la renforcer. Admettons, vous avez peur des chiens. Vous voyez un énorme chien arriver sur le trottoir, devant vous. Vous allez sur le trottoir d'en face et vous évitez le chien. Vous allez continuer d'avoir peur des chiens. Alors que si progressivement vous vous exposez à vous rapprocher d'un chien, à le caresser peut-être, à vous désensibiliser, vous allez apprivoiser cette peur-là et l'intensité va diminuer. Donc c'est pour ça que cette exposition progressive à nos peurs est importante, mais donc parce que plus on s'expose, plus finalement on entraîne notre système nerveux à
à s'exposer à plus de peur, à pouvoir contenir plus. Toutefois, si on le fait en mode frontal, en mode j'y vais, quoi qu'il se passe, je fonce, on risque d'être tout le temps en force et donc de s'épuiser. Donc c'est vraiment important pour ça de faire ce travail que je vous ai expliqué avant, que ce soit la partie plus mentale, que ce soit la partie visite de l'enfant intérieur ou d'autres approches. Et il y en a énormément. On peut tapoter sur les points d'EFT en réinformant notre système nerveux. Tu es en sécurité. Si on revient à cette idée de vidéo sur Instagram ou de masterclass, ok, tu es en sécurité à être en direct sur les réseaux. Je suis en sécurité. Et on se répète cette phrase, je suis en sécurité quand je suis publiquement visible. On cherche la phrase qui résonne le plus pour nous et on la répète en tapotant sur les points d'EFT. Je ne vais pas vous le faire là tout de suite, ce n'est pas le but. Et on peut faire ça pendant une semaine d'affilée, par exemple, jusqu'à ce que notre système nerveux ait reprogrammé et reconfiguré l'information. Voilà pour un exemple. Et puis, bien sûr, donc comment soutenir finalement le fait qu'on puisse aller au-devant de nos peurs. Et puis, bien sûr, soutenir notre physiologie. Quand même, toutes ces peurs qu'on peut avoir, ça nous draine énormément. Notre système nerveux, c'est une partie de notre corps, une partie même très importante de notre corps. Et chaque réaction chimique, en fait, chaque réaction de peur ou chaque réaction d'alerte que déclenche notre système nerveux déclenche des réactions chimiques qui vont fournir des hormones, donc adrénaline, cortisol, etc., tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, ça va utiliser des ressources de notre corps, que ce soit le magnésium, les vitamines différentes, des minéraux. Et donc, on a aussi besoin de faire attention à notre contenant, à notre corps, en apportant suffisamment de protéines, suffisamment de vitamines, suffisamment de minéraux au quotidien pour soutenir un corps qui a peut-être un système nerveux un petit peu dérégulé ou même tout simplement parce que dans l'entrepreneuriat, on est souvent confronté à un stress et on a besoin de soutenir notre corps au travers de ce stress. Donc voilà un petit peu les étapes pour moi pour aller désensibiliser nos peurs, pour aller les apprivoiser, pour aller parfois les dissoudre totalement ou pour en tout cas pouvoir les traverser avec beaucoup plus de douceur et être capable tout simplement de ne plus être paralysé par elles. Être capable, de passer à l'action au lieu de rester planqué derrière nos écrans. J'ai envie de faire un point à part sur ces notions de légitimité, le fait d'être à la hauteur, et sur la peur du regard des autres également. Parce que pour moi, c'est au cœur du sujet que j'accompagne, dans lequel j'accompagne mes clientes, et c'est aussi très présent dans l'entrepreneuriat de manière générale. En fait, beaucoup de ces peurs-là viennent s'associent à l'image que l'on a de soi et du coup l'image qu'on veut aussi projeter à l'extérieur. On veut paraître compétente, on veut paraître experte, légitime, parfaite, etc. Et dans l'aspect je ne me sens pas, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, toujours pour en revenir à ce thème de la peur, quand on a peur de ne pas être à la hauteur, souvent c'est parce qu'on se compare à d'autres personnes qui sont plus avancées. C'est aussi parfois parce qu'on a une perception déséquilibrée de où en sont nos clients potentiels. Et donc finalement, on se donne une exigence vis-à-vis de où on devrait en être parce qu'on ne voit pas tout ce qui est déjà présent, tout ce qu'on a déjà. Et donc on a besoin de rééquilibrer encore nos perceptions. Et là, souvent, c'est une histoire de jugement. Quand je perçois manquer quelque chose par rapport à une concurrente, par exemple, ou quand je perçois manquer encore quelque chose par rapport à qui j'ai envie d'accompagner, c'est de voir en quoi le fait de manquer de ce qu'on croit manquer est un avantage pour nous, de voir en quoi c'est un avantage pour nos clients, nos vrais clients de cœur, les vrais clients qui sont alignés avec qui on est aujourd'hui, avec où on en est aujourd'hui, et de sortir finalement de cette idée de comparaison et de revenir dans notre unicité, dans notre singularité, dans où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on est particulièrement légitime, auprès de qui, pour accompagner quoi
Et plus on va prendre conscience de cette unicité, de qu'est-ce qui est notre magie personnelle, plus on va quitter cette peur de ne pas être à la hauteur et plus on va se sentir solidement légitime, ancré dans cette légitimité. Et donc ça, c'est aussi un travail qui se fait de rééquilibrage de nos perceptions sur nous-mêmes, sur nos concurrents, sur nos clients éventuellement. Et c'est un travail que j'accompagne quand on travaille sur la magie personnelle de mes clientes. Et quand on a cette peur du regard des autres, peur d'être jugée comme, je sais pas moi, peur d'être jugée comme menteuse quand on communique ou comme inauthentique, peur d'être jugée comme un marchand de tapis, peur de paraître comme arrogante, prétentieuse, si on se dit experte, etc. Là, c'est pareil, c'est un rééquilibrage à faire. C'est se rendre compte qu'en fait, on a toutes les facettes en nous. On est toujours arrogant et humble. On est toujours expert et parfois un débutant ou imposteur. On est toujours parfois menteur dans notre vie et parfois totalement authentique, intègre, etc. Et c'est de voir en quoi finalement c'est un bénéfice pour nous, mais aussi pour ceux qui nous perçoivent, que l'on puisse avoir toutes ces facettes, y compris celles qu'on aimerait mieux ne pas avoir. C'est vraiment se détacher de cette fierté qu'on a à l'idée d'être une bonne personne, parce que vraiment, on nous a éduqués, on nous a conditionnés au bien et au mal, et à cette perfection un peu idéaliste, idéale qu'on devrait atteindre en étant que bien, en étant que bon, en étant que avec des qualités. Mais la réalité, c'est que l'on forme un tout et que l'on a tous toutes ces facettes et qu'elles ont chacune des avantages. Et du coup, ce travail-là, de sortir de cette fierté d'être une bonne personne, c'est hyper puissant pour se détacher du regard des autres et pour se détacher du coup de la peur qu'on peut avoir à s'exposer, à se rendre visible, à affirmer nos convictions, etc., etc. Donc finalement, tout ce travail de rééquilibrage des perceptions, ça nous permet d'avoir moins de peur, d'être beaucoup plus libre et de pouvoir cheminer tout simplement dans le développement de notre entreprise et de pouvoir aller vers la vie qu'on souhaite créer pour nous et l'impact qu'on souhaite avoir auprès de nos clients. La conclusion, ce que je voudrais vraiment que tu retiennes, c'est la peur, c'est pas une ennemie, c'est une messagère qui porte un certain nombre de messages qui souvent sont plus très à jour, sont un peu obsolètes ou sont un peu disproportionnés. Tu n'as pas forcément à la supprimer pour avancer, tu peux avancer avec elle et apprendre à l'apprivoiser, apprendre à la réduire, apprendre à la dépasser. Et chaque fois que tu vas traverser une de ces peurs, tu vas guérir un petit peu plus une part de toi et apprendre à finalement t'exposer à plus grand, apprendre à contenir plus et du coup faire ce chemin d'évolution personnelle que tu désires tant parcourir. Donc, tout simplement, pour conclure, là, j'aimerais te demander quelle est la plus grande peur que tu as en ce moment, où est-ce que tu sens que ça te trigger le plus à l'intérieur et je t'invite à me la partager en commentaire ou en message privé et puis on en parle avec grand plaisir et je te souhaite une très belle journée.